cette intervention. Alors, j'ai lancé l'enregistrement. Si certains sont mal à l'aise avec l'enregistrement, je ne verrai aucun problème à ce que vous coupiez la caméra. Sentez-vous à l'aise. Cet enregistrement sera juste redistribué aux personnes qui ont assisté et si vous voulez la partager avec votre réseau. Écoutez, merci à tous d'être présents donc, pour cette intervention donc, sur l'accompagnement des jeunes sportifs, sous-titré Performance mentale et performance. Je vais me présenter dans un premier temps, histoire de poser un peu le contexte de mon intervention. Donc, je m'appelle Stéphane Klech, je suis donc coach professionnel et également donc, labellisé par l'INSEP, accompagnateur professionnel de la performance délivré par l'INSEP. J'ai également la casquette de préparateur mental. Et pour vous présenter un peu la genèse de mon travail avec les jeunes, je suis labellisé depuis 2016. Donc, c'est vraiment la date à laquelle j'ai commencé à retravailler dans un premier temps avec des sportifs et des entraîneurs de haut niveau. Ce qui m'est apparu, c'est que régulièrement, on fait appel à un préparateur ou à un accompagnateur. Il y a une petite différence entre les deux pratiques. L'accompagnateur sera plus dans l'accompagnement psychologique sur le long terme. Le préparateur, tel que je le pratique en tout cas, dispose d'une boîte à outils qu'il met à disposition dans le but d'améliorer ses performances sur le terrain. Donc, dans la genèse, j'ai d'abord accompagné des entraîneurs et des athlètes. Et ce qui m'est apparu, c'est que très souvent, les athlètes et les entraîneurs que j'accompagnais n'étaient pas du tout initiés dans un premier temps à la dimension mentale de la performance. Ils en avaient une vague idée, vague idée, c'est pas péjoratif. Ils le pratiquaient généralement de manière assez intuitive, avaient très rarement recours à des professionnels de la dimension mentale. Et ce qui m'est apparu, c'est qu'on appelle généralement un préparateur ou un accompagnateur quand quelque chose ne fonctionne plus, quand la machine est grippée et qu'on a une demande de réparer ou de relancer le processus de performance. D'où l'idée au fur et à mesure de travailler avec des athlètes de plus en plus précoces, de façon à les acculturer et que la mise en pratique, la mise en œuvre des outils de la performance mentale soit la plus facile possible, en tout cas déjà appréhendée. Donc ce que je pratique avec les jeunes, je ne l'appellerai pas préparation mentale, je l'appellerai plutôt préparation à la préparation mentale. C'est-à-dire que ça va être de l'initiation et c'est là que j'ai une pratique hybride entre le coaching, l'accompagnement et la préparation mentale. Alors, afin que la présentation soit la plus claire pour tout le monde, je vous demanderai, si vous ne prenez pas la parole, de bien penser à couper vos micros afin d'éviter les parasites. Je vous remercie. Donc, dans cette préparation à la préparation mentale, l'idée, c'était d'acculturer les jeunes de façon à pouvoir les amener à être le plus possible en connaissance d'eux-mêmes dans leur pratique sportive. Donc, pour essayer de poser le cadre de ce que je vais vous présenter, je vais d'abord commencer par essayer de dresser un peu les spécificités de ce public de jeunes. Qu'est-ce que j'appelle jeunes ? Ça me paraît important de le définir. Les jeunes que j'accompagne ont généralement entre 12 et 18 ans. Il m'arrive de considérer des jeunes de plus de 18 ans encore comme des jeunes, puisqu'on va voir qu'il y a souvent des sujets qui sont de l'ordre de la maturité, mais également de la connaissance de soi. Donc 12 à 18 ans, je ne pourrais pas vous dire un jeune de 12 à 18 ans fonctionne de telle ou telle manière. Ce serait, je pense, usurpé. On est sur un modèle évolutif, c'est-à-dire qu'un jeune à 18 ans n'est pas le même à 13, 14, 15, 16, etc. etc. Et des bruits parasites. Je ne sais pas qui. Quelqu'un qui est en voiture, qui a laissé son micro ouvert. L'égaré. Vous pouvez couper son micro. Alors, je ne sais pas qui a mis son micro en voiture, si vous pouvez, voilà, merci. Et donc, du coup, ces modèles sont en évolution, ces jeunes sont en évolution. Alors, je sais pas. Est-ce que le parking est terminé ? Stéphane, c'est celui qui a son micro, c'est l'égaré. Je ne sais pas qui c'est, mais il faut qu'il coupe son micro. W-E-I, plus loin, l'égaré. Il faut qu'il coupe son micro. Way, si vous pouvez couper votre micro, je crois que ça doit être fait. C'est tout bon, ça a été fait. Merci. Et donc, ce qui va caractériser, de mon point de vue, et
je tiens à poser le cadre, ce que je vais vous dire, ce que je vais vous partager n'est que le fruit d'une observation, c'est-à-dire que c'est ouvert à discussion. Et je n'entends pas vous asséner des vérités incontournables. L'idée, c'est vraiment de partager le fruit de ces observations. Ce qui va caractériser, dans ce que j'observe, les jeunes de 12 à 18 ans, ça va être une quête d'émancipation. C'est-à-dire qu'on parle d'un modèle enfant qui va développer une forme de dépendance aux adultes et notamment aux parents, et qui va tendre de plus en plus vers l'autonomie. C'est l'objet de cette quête d'émancipation. Cette quête d'émancipation, vous avez tous été adolescents et enfants à une époque de votre vie, si tout s'est bien passé, et vous avez pu constater votre propre évolution et finalement les frictions que ça a pu induire dans votre émancipation vers l'âge adulte. Il y a des maladresses, il y a des incompréhensions. Enfin, ça, je dirais que c'est le point commun de toute adolescence. La voix nous le chantait déjà. Ça ne date pas d'hier. Ce qui me paraît important également de souligner, ce sont les spécificités finalement de cette génération qui arrive, qui est actuellement l'objet des accompagnements que je mets en œuvre et qui rentre dans la catégorie générationnelle de ceux qu'on appelle les Z, ceux qui sont nés à partir de 1995, et plus spécifiquement ceux qui sont nés à partir des années 2000, début de ce siècle, et qu'on appelle les millennials. On va voir qu'ils ne sont pas, entre guillemets, comme nous, si je peux me permettre, il n'y a pas de discrimination dans ce sujet-là. Ils ont un mode de fonctionnement qui est vraiment teinté par des marqueurs générationnels que j'observe régulièrement et qui me semble important de prendre en compte, surtout quand on est entraîneur, encadrant, éducateur, et voir finalement comment on peut positionner une communication et un entraînement qui va être bénéfique sans être épuisant, notamment pour l'entraîneur. Ni épuisant, ni frustrant. Dans l'approche que je vais vous proposer, je me suis servi d'outils qui vont être spécifiques finalement dans ma pratique à cette population des jeunes de 12 à 18 ans. Avec des adultes, j'utilise un outil de profilage que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Spotlight, et qui est spécifique, on va dire, au sport, à la pratique sportive, et qui détermine finalement la sensibilité qu'on va avoir soit aux récompenses, aux bénéfices de notre démarche, soit aux menaces qu'induit par exemple la pratique du sport de compétition. Quelque chose à gagner, potentiellement quelque chose à perdre. Les adultes vont se positionner en fonction de leurs propres affinités, de leur propre culture. Chez les enfants, cet outil n'est pas adapté. Donc, du coup, je me suis rabattu sur des outils de compréhension qui sont issus de l'analyse transactionnelle. Donc, peut-être que vous connaissez cette analyse transactionnelle qui se caractérise par 5 pilotes, des drivers. Et ces pilotes sont le résultat d'injonctions qu'on va recevoir, qu'on va intégrer en cours de vie et qui vont conditionner aussi nos comportements. Pour éclairer un peu le sujet, pourquoi est-ce que je me suis basé sur ces drivers? Parce que dans la préparation mentale, on va aborder différents domaines qui concernent nos sportifs, et notamment ce qu'on appelle le discours interne ou le dialogue interne. Si je dois résumer, c'est comment je me parle quand je me parle à moi-même. Et ça conditionne aussi le rapport qu'on va avoir à la compétition. Je crois que c'est Davido qui doit avoir le micro ouvert. Et si c'est possible, de couper le micro de Davido de façon à ce qu'on puisse s'entendre. Donc, comment je me parle quand je me parle à moi-même, c'est l'émergence du discours interne, du dialogue interne. Et il est toujours intéressant d'essayer de comprendre finalement, c'est la question que je pose régulièrement aux jeunes, c'est quand tu te parles à toi-même, est-ce que tu es plutôt prompt à te faire des reproches? J'ai pas bien fait, j'aurais dû, il aurait fallu, pourquoi j'ai pas? Ou est-ce que tu es aussi capable de t'encourager, de te féliciter, d'entretenir un rapport à la satisfaction et donc de nourrir une forme de plaisir dans la pratique? Et donc, finalement, en échangeant avec ces jeunes, on arrive finalement à se faire une idée assez claire des drivers, de leurs pilotes et finalement de leurs interlocuteurs quand ils se parlent à eux-mêmes. Alors, pour vous les présenter rapidement, ces pilotes, ils sont au nombre de 5 aujourd'hui identifiés et ils vont, on va dire, orienter la pratique du jeune et notamment son rapport à la performance. Le premier pilote dont je vais vous parler, c'est un pilote qui s'appelle Sois fort.
Sois fort, ce sont souvent des injonctions du genre la vie ne fait pas de cadeaux, la vie est un combat, tu ne pourras compter que sur toi-même, il faudra t'accrocher, rien ne sera jamais facile, etc., etc. Ce type d'injonction. La liste n'est pas exhaustive. Donc, ce pilote soit fort, généralement, ça donne des gens, pas que des jeunes, mais des gens qui vont avoir une forme d'autonomie, des gens qui aimeront bien fonctionner par eux-mêmes, qui vont souvent donner l'impression d'être assez imperturbables, des gens déterminés, sur qui on peut compter, qui vont développer une forme de stabilité dans leur comportement. Si je dois résumer la pensée de l'auteur avec des mots un peu triviaux, souvent, ça donne des profils un peu gueule serrée, des gens qui parlent peu, qui sont beaucoup dans les actes et qui vont passer pour les référents auprès des autres, parce que finalement, que ça tangue autour d'eux, qu'il y ait du stress, de l'émulation, de la compétition, on aura l'impression que ça les perturbe peu, en tout cas vu de l'extérieur. Tous les pilotes, les 5 pilotes dont je vais vous parler, ils ont tous leur bon côté. Donc l'idée, c'est pas de dire, bah voilà, il faut que tu oublies ça, que tu fasses autre chose. Mais ces 5 pilotes, ils ont tous leurs limites. Et c'est parfois aussi le sujet qui peut être bloquant pour certains jeunes. Donc ce pilote soit fort, il a des bons côtés, puisque ça donne des gens qui sont assez autonomes, résistants, qui sont peu dans la complainte, au contraire, ils ne vont surtout pas se plaindre. Dans la limite du soi fort, c'est que quand on se retrouve dans une situation où on n'a pas la solution, on ne sait pas comment s'adapter, la situation paraît assez bloquée, les pilotes soient forts ne vont pas demander d'aide. Ils ne vont pas les solliciter de l'aide pour savoir comment faire pour continuer d'avancer. Voire même, ils vont avoir des difficultés à accepter de l'aide. En disant non, mais c'est bon, je vais me débrouiller tout seul, ça va aller, t'inquiète. Oui, c'est un peu le principe du soi fort, il va rassurer les autres, il ne va surtout pas faire part de ses troubles personnels. Donc le soi fort a ses bons côtés et ses limites également dans le fonctionnement. Le deuxième pilote qui fait partie de ces drivers, c'est un pilote qui s'appelle « Sois parfait ». Avec des phrases du type le mieux est l'ennemi du bien, on peut toujours mieux faire, tu peux toujours progresser. Qui a été premier dans cette compétition? Pourquoi tu n'es pas arrivé premier? Etc., etc. Souvent, les jeunes que j'accompagne qui ont ce pilote soit parfait sont de bons compétiteurs. Ils aiment bien relever les challenges et ils ont à cœur d'atteindre le haut du panier, le haut du podium. Ce sont des jeunes qui ont un vrai souci du détail. Ce sont des perfectionnistes. Ils vont développer aussi des vraies qualités de rigueur dans leur entraînement, beaucoup d'assiduité. L'idée du soi parfait, c'est de tendre évidemment vers la perfection. L'irréprochabilité. Ça peut donner des comportements assez puristes dans les pratiques sportives. Si je prends l'exemple de la gymnastique, par exemple, ce sont des jeunes qui auront à cœur de faire le mouvement parfait. Et du coup, ils vont être très critiques avec eux-mêmes dans les imperfections de leurs gestes. Voire même, ils vont focaliser leur attention très souvent sur l'imperfection. Ça, c'est le côté positif, c'est-à-dire qu'ils sont perfectionnistes, ils sont toujours en quête de progression. La limite de ce pilote soit parfait, ça va être le rapport à la satisfaction. Dans quelle mesure je peux être satisfait de ce que j'ai fait, de ce que j'ai fourni, si ce n'est pas parfait. Un jeune qui arrive premier à sa compétition, qui gagne sa compétition, mais qui ne va pas se satisfaire de ce qu'il a fait parce qu'il aurait pu faire mieux malgré tout. Le troisième pilote dont je voudrais vous parler, c'est un pilote qui s'appelle « Fais plaisir ». Fais plaisir, ce sont des injonctions du type allez, fais-moi plaisir, fais ci ou fais ça, sois gentil avec les gens. Ça peut commencer même très tôt. Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Ce type d'injonction, c'est-à-dire que finalement, bébé avec une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, ne mange pas pour lui, pour satisfaire ses besoins, mais finalement pour satisfaire les autres. Les faits plaisir dans les groupes, ce sont souvent des jeunes qui ont des vraies qualités relationnelles, qui auront à cœur d'entretenir une bonne ambiance et qui ont besoin de cette bonne ambiance pour pouvoir s'investir, s'impliquer et progresser. Ça, c'est le bon côté du fait plaisir. La limite du fait plaisir, c'est qu'il peut développer une forme de dépendance, finalement, à la reconnaissance qu'on va lui accorder. Et qui va être souvent dépendant du regard des autres pour savoir s'il fait bien ou pas.
Donc, ce sont des facilitateurs, généralement, ce sont même de bons baromètres dans les ambiances un peu tendues, et qui vont aussi développer, on va dire, une sensibilité au conflit. Donc, les ambiances où ça bâche un petit peu, il y a des cultures sportives où on aime bien finalement se charrier les uns les autres, se bâcher. Finalement, alors il y a utilisateur Zoom qui n'est pas identifié, mais qui apparemment n'a pas coupé son micro. Merci. Et le fait plaisir, finalement, va être beaucoup dans la relation. Ça peut donner des profils, par exemple, en compétition de jeunes qui connaissent très bien leurs adversaires dans d'autres clubs et qui vont nouer des liens d'amitié avec eux très facilement. Ils vont aller se voir, ils seront contents de se voir. Ce qui parfois pose problème à certains entraîneurs, notamment dans, ben oui, mais il n'est pas dans la compétition, là, il n'a pas son instinct de compétiteur, certains parlent d'instinct de tueur, oui, ils connaissent bien les autres, ils ont envie de cultiver cette qualité relationnelle. Donc ça, c'est le pilote fait plaisir. Vous avez un pilote qui s'appelle également fait des efforts. Fait des efforts, le travail paye, à force d'entraînement, tu y arriveras. Ce qu'un autre fait, si tu t'entraînes dur, tu y arriveras également. Si tu n'as pas réussi quelque chose, c'est que tu n'as pas suffisamment travaillé. Il faut travailler, il faut s'impliquer, il faut s'entraîner. C'est un pilote qui est utile dans le milieu du sport. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais a priori, avoir une capacité de travail, une vraie implication, ça donne des profils généralement qui sont laborieux, besogneux au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de péjoratif là-dedans, ce sont de vrais travailleurs. Donc ça, c'est une qualité qui va être intéressante dans le cadre sportif. Tous les pilotes sont intéressants dans le cadre sportif si on va par là. Mais celui-là est intéressant puisqu'il va y avoir ce rapport au goût de l'effort. La limite du pilote fait des efforts, c'est que souvent, dans les périodes de doute, ça va donner des jeunes, par exemple, qui ne savent pas trop quelles sont leurs forces, leurs points forts, etc. Pourquoi est-ce qu'ils sont sur le terrain, pourquoi est-ce qu'ils sont sélectionnés dans l'équipe alors qu'ils ne se sentent pas au mieux. Je vous cite très bien l'exemple d'un basketteur que j'ai accompagné. Le basket étant un sport, pour ceux qui connaissent bien, de statistiques essentiellement. À la fin d'un match, notamment dans le haut niveau, on sait si on a fait un bon match ou pas en fonction des statistiques. Et ce jeune basketteur, à un moment donné, ses statistiques ne sont pas bonnes, mais il est toujours sur le terrain. Son coach le met toujours sur le terrain. Et il me dit, mais je pique la place de quelqu'un, je suis pas bon, il ferait mieux de mettre quelqu'un d'autre à ma place. Donc je lui dis, va voir tes partenaires et demande-leur pourquoi tu es sur le terrain. Quand il revient la semaine suivante, il me dit, ils m'ont dit que j'étais rassurant, que je les motivais, que j'étais un pilier de l'équipe et qu'ils avaient besoin de moi. Je dis, c'est quand même des qualités intéressantes. Et il me dit, ça c'est rien, c'est naturel. C'est une réflexion typique de faire un effort, de faire des efforts. Si ça n'est pas le résultat d'un gros travail, le faire un effort ne va pas l'intégrer. Et donc dans la connaissance de soi, finalement, il y a ce qui est facile, ce qui est naturel, mais ça ne compte pas. Et il y a ce qui est le résultat d'un gros travail. Le pilote fait des efforts, c'est aussi un pilote finalement où certains jeunes peuvent confondre la quantité de travail avec la qualité du résultat obtenu. Et ça peut créer des dissensions par moment. Donc ils confondent, ils s'impliquent beaucoup, mais dans leur logique, finalement, le fait de beaucoup en faire, ça suffit, même si je ne progresse pas beaucoup, même si je ne suis pas dans l'excellence du mouvement, du geste ou de l'acte sportif, ils vont considérer que oui, mais je travaille beaucoup, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Ça peut être la limite du pilote fait des efforts. Le fait des efforts s'inscrit dans le temps long. Et souvent, ça va donner aussi des profils qui sont très loyaux, très impliqués. Ils vont rester dans le même club. Ils vont s'inscrire dans un temps long. Ils ont un rapport au mérite également. Je vous en parle et je vous le souligne, puisque dans les marqueurs générationnels, notamment de ceux qu'on appelle les Z et les millennials, ceux qui sont nés au début de ce siècle, vous allez voir qu'il y a un pilote, le 5e pilote, qui s'appelle « Dépêche-toi ». Dépêche-toi, ce sont des gens qui vivent régulièrement dans l'urgence. Peut-être parfois même une tendance à la procrastination. Tant qu'on n'est pas le nez devant l'échéance, ça va être difficile de commencer à enclencher un travail. Les dépêche-toi, pour la plupart d'entre vous, en tout cas ceux que je vois, à votre apparence physique, et je m'arrête là en termes de jugement et de constat,
Vous avez sans doute connu la douce époque où on recevait les catalogues, la Canif, la Redoute, les Trois Suisses, 2 catalogues par an, automne-hiver et printemps-été. Vous avez pris l'habitude peut-être de feuilleter les catalogues, il n'y avait pas de moteur de recherche. Vous avez pris l'habitude de noter la référence du produit qui vous plaisait sans copier-coller. Et vous avez pris l'habitude d'attendre 3 semaines, voire plus, que votre colis vous arrive. Je vous invite à faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui pour la plupart des jeunes générations. Pour la plupart d'entre vous, peut-être, vous n'avez pas grandi avec ces outils-là dans les mains. Vous avez appris à les appréhender. Les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur les terrains de sport et par extension dans le milieu du travail, finalement ont grandi avec ces outils qu'on appelle en sociologie l'hypermodernité. Ils ont grandi avec ça dans les mains. Et ça a développé un rapport au temps qui va être un peu différent. On est beaucoup dans l'immédiateté. On est beaucoup dans l'instant présent. Et finalement, ce qui apparaît chez nombre de jeunes que j'accompagne, c'est que ce pilote dépêche-toi, il est de plus en plus émergent, de plus en plus présent. Je dirais que plus ils sont jeunes et plus ils sont justement dans cet instant, dans ce pilote dépêche-toi. Le dépêche-toi s'inscrit dans un temps court. Et la plupart des entraîneurs que je côtoie arrivent à un constat en disant « mais moi, à leur âge, je n'étais pas comme ça, je ne faisais pas comme ça. Ils sont pas pareils que nous, ils ne veulent plus travailler. Simplement, prenez bien conscience du contexte culturel. Ce que je vous dis là n'a que valeur d'observation. Il n'y a rien de scientifique dans ce que je vous dis, dans ce que je vous partage. Simplement, c'est les 6 dernières années que j'ai passées à accompagner ces jeunes. Je vois ce pilote émerger de plus en plus. Et ça change le rapport aussi au goût de l'effort. C'est l'implication sur le long terme. L'envie, le rapport au plaisir. Si je suis dans l'immédiat, c'est que quelque part, il me fournit une forme de plaisir. Le dépêche-toi s'inscrit dans un temps court parce qu'il y a une grosse dimension culturelle. Ils ont toujours existé, les dépêche-toi. Sauf que là, dans ce que j'observe, la quantité devient quand même assez significative. Ils arrivent en masse. Et ça va être une révolution dans le milieu du travail. C'est aussi une révolution pour les entraîneurs. Comment est-ce que je m'adapte, moi, en tant qu'entraîneur, avec ma culture de l'effort, avec des jeunes qui sont dans un temps court. La limite du dépêche-toi, alors souvent ce sont des jeunes qui vont assez bien encaisser le stress. C'est-à-dire que vu qu'ils sont dans l'urgence très régulièrement, ils ont appris à appréhender le stress. Ce qui ne veut pas dire qu'ils gèrent bien leur stress. Mais voilà, ça fait partie de leur quotidien et ça ne va pas forcément les inhiber complètement autant que d'autres profils culturels. S'ils font ça, c'est parce que ramasser son travail, son investissement dans un temps court, ça permet aussi de lui donner une consistance. Je me suis beaucoup donné sur cette séance d'entraînement. Par contre, quand on questionne ces jeunes avec leur pilote dépêche-toi, on va se rendre compte qu'ils ont du mal à envisager une progression, une planification sur plusieurs mois, avant une compétition, qu'il va falloir mettre un gros coup de collier à un moment donné. Ils ne vont pas le programmer et finalement, ils vont aller d'échéance en échéance, de cours en cours. Quand on fait les sports de montagne, on se rend compte que c'est un peu le principe de la survie. Ceux qui sont tombés du haut de l'Himalaya, pour rentrer au camp en rampant, ils ne vont pas se dire « je pars du pied pour aller jusqu'au camp ». Ils vont se fixer des objectifs de proche en proche pour continuer d'avancer. Au-delà de la survie, c'est un petit peu le fonctionnement des dépêche-toi. Ils sont dans le temps court. Ce qui apparaît, du coup, c'est que ce goût de l'effort, de l'investissement sur le long terme, leur est difficile d'accès. Difficile d'accès parce qu'en vivant dans le temps court, finalement, j'ai une capacité à zapper assez rapidement. Je peux changer rapidement d'activité, ça c'est leur qualité. Ils peuvent changer d'exercice assez facilement, c'est même un besoin qu'ils ont. La limite, c'est que du coup, il y a peu de mémoire. Si vous questionnez un jeune, il va très bien se souvenir, pour la plupart, ils vont très bien se souvenir des événements marquants, les grosses compétitions, les belles réussites, un championnat de France, un stage en équipe de France ou autre. Ils vont avoir du mal à garder la mémoire de ce qui leur paraît routinier. La séance d'entraînement de la semaine dernière, ils ne vont pas forcément s'en souvenir. Et finalement, comment est-ce qu'ils font pour piloter leur performance, connaître leur état de forme, dans la mesure où ils vont avoir peu de mémoire du quotidien? Beaucoup sont dans un tunnel, et finalement, ce tunnel, il est jalonné par les grosses échéances, les gros événements sportifs. Entre les deux,
c'est une forme de routine que beaucoup vont commencer à trouver rébarbative, lassante, usante. Donc ça me paraît important de l'intégrer parce que remettez dans le contexte avec ce qui fait finalement la spécificité de cette tranche d'âge entre 12 et 18 ans, c'est la quête de l'autonomie, l'émancipation. Et ils sont dans le temps court, avec peu de mémoire finalement de ce qu'ils ont réalisé derrière et une difficulté à évaluer leur progression. Puisque je ne me souviens pas de ce que je faisais la semaine dernière, quel niveau j'avais, quel exercice je ne réussissais pas à faire, comment est-ce que je fais du coup pour savoir que je suis meilleur que la semaine dernière et que j'ai progressé. Eh bien, ça va être toute l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'ils vont nourrir encore ce besoin du regard de l'adulte, et notamment de l'entraîneur, pour le piloter, lui dire hey, « t'es mieux que la semaine dernière, t'as mieux progressé, tu te souviens de ce que tu faisais ci, tu faisais ça, et là, cette semaine, tu y arrives beaucoup mieux. » Si l'adulte, le cadre, ne fait pas ça régulièrement, bah, du coup, beaucoup de jeunes vont se dire « ouais, je m'ennuie, je progresse pas », parce qu'ils ne vont même pas se rendre compte qu'eux progressent, si ce n'est pas une progression spectaculaire. Or, on sait que dans la plupart des cadres d'entraînement, il va y avoir des progressions parfois assez rapides, puis il va y avoir des paliers, des stades de stagnation, où il va falloir conforter ce qui est acquis avant de pouvoir envisager une autre progression. Ces paliers de stagnation sont particulièrement difficiles à encaisser pour beaucoup de jeunes actuellement, parce qu'ils n'ont pas cette vision sur le long terme. L'ambiguïté, besoin de l'adulte pour me repérer dans ma progression, et en même temps, cette volonté quelque part qui est presque diffuse, instinctive, de s'émanciper de l'adulte pour devenir autonome. Le but de cette période d'âge, c'est de devenir un adulte autonome. Donc là, il y a déjà un conflit interne que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à conscientiser. Et d'où l'intérêt de cet accompagnement et de pouvoir se poser. Je reviendrai ensuite sur la posture que je développe, notamment pour leur permettre d'accéder à cette émancipation en gardant un regard, on va dire, le plus objectif possible sur leur progression au fil des jours, des semaines, des mois et des années. Pour bien contextualiser l'accompagnement des jeunes, il me paraît important également, puisque je vous ai parlé de cette volonté d'émancipation, d'autonomie, de bien contextualiser également les écosystèmes de ces jeunes actuellement. Les jeunes que j'ai accompagnés sont souvent dans des centres de formation, des pôles espoirs, ou dans des clubs avec des sections, on va dire, haut niveau de performance. L'entraînement, la cité scolaire au sens large, c'est-à-dire collège, lycée, mais aussi les structures d'hébergement qui sont souvent liées à la cité scolaire. Ça peut être des crêpes, ça peut être des internats, des pôles sport-études. Et dans l'écosystème également du jeune, il y a aussi les parents, la famille. Ces trois cadres ont un point commun. L'entraînement est un cadre que je vais qualifier d'autoritaire, sans aucun jugement. L'idée n'est pas de dire il y a une autorité, c'est pas bien. Autoritaire tout simplement parce qu'il y a un référent, il y a un adulte. Cet adulte représente une autorité, qu'elle soit réelle ou perçue par le jeune. Et ça, c'est important également, c'est-à-dire que même des entraîneurs particulièrement cool, proches de leurs jeunes, sont régulièrement perçus comme des autorités parce qu'ils sont adultes. La cité scolaire est également un cadre autoritaire. Il y a des enseignants, il y a des autorités, des surveillants, des directeurs, etc. Des personnes qui sont là pour assurer un cadre. Un cadre donc qui représente un cadre autoritaire pour la plupart des jeunes. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas la liberté d'aller contester ce que disent les enseignants et ce que disent les entraîneurs. Et quand bien même ils l'auraient, peut-être qu'eux ne se l'accordent pas, tout simplement parce que ce sont des adultes. Puis vous avez le cadre familial. Le cadre familial qui n'est pas nécessairement autoritaire, tous les parents ne sont pas des dragons, mais il représente une autorité, quoi qu'il arrive, on obéit à ses parents, et quand bien même on est adolescent, et qu'on se met en distance par rapport aux parents, on se confronte à l'autorité que représentent les parents. Et j'augmenterai encore le cadre autoritaire chez les parents en le qualifiant aussi de cadre à enjeu. Il y a un enjeu relationnel et souvent émotionnel entre les enfants et leurs parents. Les espoirs qu'on place en eux ou qu'on ne place pas.
Parfois, c'est l'espoir qu'on place et parfois, c'est l'absence d'espoir, d'encouragement qu'on va placer. Ça va dépendre des familles et de leur regard sur la pratique. Finalement, dans ma posture d'accompagnateur de jeunes sportifs, j'arrive au constat que dans ces 3 cadres, entraînement, cadre sportif, cadre scolaire et cadre familial, la communication est souvent brouillée. Pas parce que j'ai affaire à des gens pas compétents, mais tout simplement parce que, intrinsèquement, parce qu'il y a ce rapport d'autorité, cette communication ne peut pas être complètement libérée. Il y a ce qu'on appelle des zones grises dans la communication. Et ce n'est pas du tout une remise en question de chacun des pôles. Chacun fait ce qu'il a à faire avec les moyens qu'il a. Et ça n'est pas non plus, même si on avait un entraîneur, par exemple, qui serait préparateur mental, accompagnateur, son statut d'entraîneur ne lui permettrait certainement pas d'avoir une communication complètement fluide et libérée, parce qu'il y a un enjeu entre le jeune et son entraîneur, l'enjeu de réussite, et qu'il y a un enjeu de communication qui est lié à la figure d'autorité, qu'on peut appeler une figure tutélaire, que représente l'entraîneur. Et finalement, il y a des non-dits. Et dans cette communication, il me paraît important de vous parler de ces zones grises. Pour vous parler d'une zone grise, par exemple, un exemple concret, un jeune footballeur que j'ai accompagné qui était en centre de formation. J'échange avec lui et il me dit en ce moment, on fait beaucoup de préparation physique, c'est du foncier, c'est dur, ça tire de tous les côtés, je me sens vraiment faible. Et c'est le mot qu'il emploie. Donc je sens également en fatigue au moment où nous échangeons tous les deux. Et je lui dis, est-ce que tu en as parlé à ton entraîneur? Il me dit, ah non, non, là, il y a un match ce week-end. Je dis, parle-moi de ce match. Quand il me parle du match, ils jouent contre la lanterne rouge de leur championnat. C'est-à-dire, eux sont plutôt dans le top 5 et ils me parlent de la lanterne rouge. Donc au final, il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est un match, entre guillemets, qui va être assez facile sur le papier. Il n'y a pas d'enjeu de performance à ce moment-là. Et je lui dis, est-ce que tu pourrais aller parler à ton entraîneur de ta fatigue du moment? Peut-être que ce n'est pas utile que tu fasses un match complet. Peut-être que tu peux rentrer en cours de match ou te mettre d'accord avec lui sur le fait que voilà, tu n'es pas au mieux de ta forme et que tu aurais besoin de repos. Au final, le match a eu lieu. Ce jeune s'est fait une entorse des ligaments croisés, tout seul, sur aucun geste. C'est-à-dire que c'est en trottinant, à un moment donné, il s'est arrêté trop net. Plouf, le genou est parti de côté. Et il n'en a pas parlé à son entraîneur. Tout ça, ce n'est pas de la faute de l'entraîneur. L'entraîneur peut être très disponible, très ouvert. Simplement, c'est ce jeune qui ne s'est pas autorisé lui-même à aller en parler à l'entraîneur. C'est ce que j'appelle une zone grise. Quand bien même il y a une super relation et que les entraîneurs font un super boulot en connaissant leurs jeunes, il faut bien être au clair sur le fait que tout ne se dit pas, parce qu'il y a des enjeux relationnels. Et c'est là que la posture finalement de l'accompagnateur va être intéressante. Parce qu'on ne peut pas être à la foire et au moulin. Et la plupart des entraîneurs avec lesquels je travaille sont des gens qui sont impliqués, compétents, qui ont un cœur de bien faire et qui connaissent bien leurs jeunes. Et ce qui apparaît, c'est que finalement, dans les accompagnements que je mets en œuvre, il y a des informations qu'on confie à une tierce personne qui n'arrivent pas finalement jusqu'à l'entraîneur. Je vous ai parlé du triptyque sport, école, famille. Dans le positionnement que je développe dans les accompagnements, je dirais que je ne peux pas agir tout seul avec un jeune. Ça n'a pas de sens parce que justement, il y a ces enjeux relationnels. L'utilité, si les accompagnateurs se mettent on va dire en quantité à accompagner des jeunes, ça va être d'être la goutte d'huile qui va faciliter les rouages de la communication entre les 3 pôles. C'est-à-dire que ça va être une relation à développer avec le jeune. Je ne représente dans la relation avec le jeune aucune autorité. Je n'ai pas d'enjeu de performance sur le terrain avec eux. C'est-à-dire que je ne vais pas porter de jugement sur « t'as bien fait, t'as mal fait ». Ce qui va m'intéresser, c'est ce que le jeune va me dire de sa performance. Ça va être de croiser finalement aussi les regards avec l'entraîneur ou les entraîneurs. Et également entretenir la relation avec les parents. De mon point de vue, il n'y a pas d'accompagnement d'un jeune, notamment mineur, 12 à 18 ans, il n'y a pas d'accompagnement possible si les parents ne sont pas eux-mêmes impliqués dans l'accompagnement du jeune. Et je m'explique. Ce que j'observe régulièrement, c'est qu'il y a aussi des enjeux entre ces 3 pôles. Ces 3 pôles ne sont pas indépendants. Souvent, ils vont communiquer entre eux. Et
avec plus ou moins de réussite dans cette communication. Beaucoup d'entraîneurs que je rencontre, finalement, ont souvent la démarche de « Allez, c'est l'entraînement, les parents restent en dehors, on va rester dans la bulle », ce qui est une démarche saine, effectivement, parce que ça permettra d'avoir le jeune focalisé sur l'acte sportif et l'entraînement. Mais on se rend compte qu'il y a souvent des difficultés relationnelles, d'échange, de communication entre les entraîneurs et les parents notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils ont le même objectif. C'est la réussite de l'enfant. Et pourtant, il y a souvent des conflits, des brouilles, des incompréhensions dans les discours. Alors, avant de continuer sur cette relation entre entraîneurs et parents, parce que c'est souvent un écueil pour beaucoup d'entraîneurs, une difficulté ou quelque chose de désagréable, en tout cas avec certains parents, pas tous, mais on a tous nos préférences relationnelles, d'éclairer un petit peu dans l'approche, notamment sur la communication, ce qu'on appelle les 3 niveaux du discours. Quand on échange avec quelqu'un, quel qu'il soit, on va avoir accès à 3 niveaux d'information dans les échanges qu'on va mener. Le premier niveau de discours, c'est ce qu'on appelle le discours personnel. Un discours personnel, ça se fonde sur des avis, des opinions, des jugements, des points de vue, etc. etc. C'est-à-dire des choses qui n'engagent que la personne qui parle. Ce ne sont pas des vérités incontournables. Et chacun, sur une situation, va avoir son propre point de vue. Ce qui apparaît également, c'est que si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est qu'un discours personnel, je vous invite à vous replonger sur des repas étendus avec des gens que vous connaissez, mais sans être forcément des intimes, et balancer quelques sujets sur la table, la peine de mort, l'avortement, la religion, la politique, et voyez ce que ça peut donner. C'est-à-dire que chacun va vous faire part de son discours personnel. Si vous pensez à ces repas, est-ce qu'à la fin de ce genre de repas, tout le monde tombe d'accord? Je vois quelques têtes dubitatives, certains qui oscillent un peu. Ce qui apparaît, c'est qu'on ne change pas de discours personnel dans le temps court ou dans la dualité. On va en changer potentiellement avec le temps long, mais on oubliera de dire à telle ou telle personne que c'est lui qui m'a fait changer d'avis, et on se cachera derrière des phrases du type « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis », par exemple. Effectivement, souvent ce qui apparaît, c'est que dans les échanges entre entraîneurs et parents, on peut être dans ce discours personnel. Chacun va avoir son opinion. C'est bien, c'est pas bien. Vous devriez, il ne faut pas, l'expérience prouve, etc., etc. Et on ne va pas forcément se rencontrer sur ce discours personnel. Ce qui est toujours intéressant également, petite astuce, si jamais vous entendez des phrases justement du type « l'expérience prouve »,« tout le monde sait »,« je vais vous parler en vérité », ça me semble évident, ce genre de phrases, ce que j'appelle des injonctions à débrancher le cerveau. Ce que vous allez voir, c'est que régulièrement, ce qui suit ce genre d'injonction, c'est un discours personnel, c'est-à-dire une opinion, quelque chose qui n'engage que celui qui parle. Donc, je vous invite à être particulièrement vigilant dans les échanges quand vous entendez ce genre de phrases. Le deuxième niveau de discours, c'est celui qu'on appelle le discours émotionnel. Discours émotionnel, la personne à qui je m'adresse, finalement, va me faire part de son état intérieur, de ses affects, ses émotions, ses sentiments, ses ressentis. J'aime, j'aime pas, j'ai bien peur que ça ne marche pas, je crains que, voilà, ça m'énerve d'entendre ça, etc., etc. Ce genre de vocabulaire qui a trait finalement au domaine des affects. Le discours émotionnel, c'est souvent aussi un discours qui va être assez caractéristique du discours parental. Et ça me semble logique et évident que des parents sont émotionnellement engagés avec leurs enfants. Et souvent, ce sont les émotions qui vont prendre le dessus. On a reçu un coup de téléphone de notre enfant, ça ne va pas fort. Légitimement, des parents vont peut-être avoir de la peur et manifester, pourquoi pas, une forme d'agressivité vis-à-vis des entraîneurs en disant « mais vous ne le voyez même pas ». Oui, mais l'engagement émotionnel n'est pas le même pour un entraîneur et pour des parents. Et souvent, c'est ce qui fait la mise à l'écart entre les entraîneurs et les parents. C'est une critique que je pourrais formuler, encore j'aime pas trop le terme critique, une observation, c'est que beaucoup d'entraîneurs finalement sont assez distanciés par rapport à ce discours émotionnel avec les jeunes. Soit ils se l'interdisent, soit ils le gardent pour eux, soit ils ne le partagent pas, enfin il y a plein de raisons, qui sont sans doute de bonnes raisons. Et quand des parents arrivent avec justement leur bagage émotionnel, leur discours émotionnel, ce qui apparaît, c'est que souvent, on a affaire à des entraîneurs qui vont sortir les boucliers, les remparts,
et se tenir à l'écart parce qu'ils considèrent pour beaucoup que ça pollue leur pratique et que ça les envahit dans leur manière de faire. Là encore, dans une même situation, deux personnes ne ressentiront pas les mêmes choses, les mêmes émotions. Et ça va être, au même titre que pour le discours personnel, un motif ou un sujet d'opposition, de confrontation, et potentiellement générateur d'incompréhension. Discours personnel, discours émotionnel. Et le troisième niveau de discours, c'est le discours qu'on appelle le discours factuel. Et comme son nom l'indique, le discours factuel, il va être basé sur des faits. Dans le milieu sportif, ce sont aussi des observations, des exemples, des chiffres, des statistiques. Là, on va être sur un discours factuel. Pour vous donner un exemple, dernièrement, j'échange avec des parents d'un jeune gymnaste et ils me disent « Ah, notre fils, il a fait une compétition, ça a été dur, il n'était pas bien, je ne l'ai jamais vu comme ça, il était mou, j'étais inquiet. » Enfin, là, je me prends un petit peu tous les niveaux de discours, c'est-à-dire il n'était pas bien, il était mou. Pour l'instant, on est dans du discours personnel, j'étais inquiet, c'est du discours émotionnel. Et finalement, je pose la question parce que je n'ai pas d'éléments factuels. Et je dis, mais quel était le résultat de sa compète? Ah, mais il est arrivé premier, il a fait un score, il n'avait jamais fait ça. Les parents, finalement, ont perçu quelque chose, ils connaissent leur enfant. Donc, je ne remets pas en doute le fait que ce jeune-là avait peut-être moins d'envie, moins de plaisir, qu'il était peut-être moins focalisé sur la compétition, mais le résultat est bon, quoi qu'il arrive. Et là, il y a une confusion, c'est-à-dire que si ces parents me font part de leur discours personnel uniquement, je vais me faire du souci moi, pour ce gamin, en me disant, tiens, il n'est pas au mieux, alors que normalement, il aurait dû cartonner, mais parce qu'ils m'ont fait part de leur point de vue, de leur opinion et de leur ressenti. Que ce soit des entraîneurs ou des parents, parfois, on oublie ce discours factuel. Et c'est pourtant de ça dont il va falloir discuter, des faits. Si je veux formuler de la reconnaissance, féliciter un jeune, il va falloir que j'appuie cette félicitation, cette reconnaissance sur des faits pour qu'il puisse l'intégrer et que ce ne soit pas de la flatterie. Donc, vous voyez l'importance finalement de bien prendre conscience de ces trois niveaux de discours, parce que ce sont souvent là que les tensions et les frictions naissent et sont générées. Les trois pôles, entraîneurs, milieu sport, la cité scolaire et les parents, devraient travailler de concert finalement pour pouvoir amener le jeune dans de meilleures conditions à développer son niveau de performance et s'épanouir dans sa pratique. Mais le fait est que tout le monde ne communique pas sur la même longueur d'onde. Le rôle de l'accompagnateur, en tout cas tel que je le propose et tel que je le recommanderais, ça va être d'être la goutte d'huile finalement, la molette du vieux transistor, de façon à ce qu'on essaie de caler la communication. On n'en a pas forcément conscience de ces trois niveaux de discours. Et le jeune, simplement, puisque c'est le centre de mon attention, lui va se forger aussi des convictions, tout simplement sur ce qu'il entend et ce qu'il en comprend, ce qu'il en retient. Pour complexifier encore cet enjeu de communication, il y a ce que je vous dis, c'est ce qu'on appelle l'explicite. Il y a ce que je ne vous dis pas, mais que vous pourriez comprendre, c'est le tacite. Et puis, il y a les implications de ce que je suis en train de dire. Ça, c'est l'implicite. Et finalement, si on n'est pas au clair sur ces trois dimensions également de la communication, quand je suis un jeune de 12, 13 ou 14 ans, je vais aussi comprendre ce que je comprends avec ma capacité, mes filtres de mon âge. Et ça donne parfois des non-sens, des incompréhensions notoires. Un échange avec une maman qui me parlait de sa fille qui fait de l'escrime. Sa fille est stressée et a souvent peur en compétition. Et l'entraîneur, à un moment donné, lui dit à l'entraînement, « Ah bah, là, t'as plus peur, là !» Et la jeune le prend mal, en me disant, « Ah, mon entraîneur, il se fout de moi. » On est dans le tacite, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de ce que l'entraîneur a dit, il l'a dit à sa manière, mais ça a été mal compris par ce jeune. Moi, mon but, ce n'est pas d'arriver vers cette jeune en lui disant, tu vois, tu as mal compris ce qu'il t'a dit. Ça va être simplement de commencer à lui poser la question, de lui dire, mais pourquoi tu le prends mal et qu'est-ce que tu as compris finalement dans la remarque de ton entraîneur? Ce qui va m'intéresser, c'est ce qu'elle en a compris, pas l'interprétation que je pourrais en faire. Et puis, lui dire, mais allez, s'il avait voulu dire autre chose et qu'il avait dit, tu avais peur et tu n'as plus peur, comment tu prends le message?
Et là, d'un coup, ça devient positif. Mais parce qu'on est dans la relation en permanence, parce qu'il y a cet enjeu relationnel qui est souvent lié à l'autorité, le jeune, je vais l'appeler comme ça, le jeune, a tendance finalement à couper les vannes de la communication, prendre ce qu'il comprend, quand bien même c'est à côté de la plaque et ce n'est pas l'exacte vérité, et puis à se forger des convictions sur ce qu'il a compris, retenu des échanges. Si on n'est pas au fait de ces 3 niveaux de discours, personnel, émotionnel et factuel, ça peut donner de vraies zones d'incompréhension. Donc le but aussi de l'accompagnateur, ça va être de libérer cette communication au niveau du jeune accompagné, qu'il lui-même s'autorise à aller poser des questions s'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Pour vous donner un exemple rencontré dernièrement, et je n'ai pas de regard sur ce qui a été dit, parce que ça fait partie on va dire, du quotidien de beaucoup d'entraîneurs que je rencontre, et ce n'est pas grave. Un jeune tennisman, à la fin de sa séance, son entraîneur lui dit « Oh, Steven, là, tu as fait une séance de merde, hein. Tu ne me fais plus jamais ça, là, parce que moi, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. » Une phrase qui peut paraître dure, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand je questionne le jeune tennisman, lui, il avait la sensation d'avoir fait une bonne séance. Il était plutôt content de ce qu'il avait fait, il avait bien joué. Et qu'est-ce que c'est qu'une séance de merde? Je veux bien qu'on dise c'est une séance de merde, mais qu'est-ce que c'est qu'une séance de merde? Et si on ne veut pas que la séance de merde se reproduise, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est-à-dire que je veux bien qu'on dise ce qu'il ne faut pas faire. Et ce serait intéressant de pouvoir dire factuellement ce qu'il faut faire. Si ce jeune-là ne refait plus une séance de merde, qu'est-ce qu'il doit faire pour faire une bonne séance? Au final, quand je questionne, ce que j'entends de la part de l'entraîneur, c'est que ce jeune-là avait la banane en permanence, le sourire, et qu'il a eu la sensation que finalement, il n'était pas impliqué dans le travail de la séance du jour. Et que s'il sourit dans ses convictions, dans ses opinions, s'il sourit, c'est qu'il en a encore sous le pied, donc il n'est pas à fond. Ça mériterait finalement, alors, en tant qu'accompagnateur, moi je me mets entre les deux. Et je vois la différence de langage, la différence de longueur d'onde entre les deux, et je me dis, c'est dommage qu'il y ait cette incompréhension. Donc autant finalement les amener à expliciter leur séance. Mais si l'entraîneur, finalement, il ne prend pas conscience que ce qu'il dit n'est pas forcément clair pour le jeune, et que le jeune ne manifeste pas le fait qu'il n'est pas sûr d'avoir compris ce qui a été dit, qu'il ne s'autorise pas à le dire, ça va créer des incompréhensions. Ces incompréhensions, elles sont parfois délétères pour la performance, parce que ça crée des incompréhensions, des malentendus, potentiellement des rancœurs, des conflits parfois même entre certains entraîneurs et les jeunes qu'ils entraînent. Et c'est une vraie complexité à gérer. Cette posture, elle n'est pas simple. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je me positionne sur de l'accompagnement individuel. Un entraîneur, il gère un groupe. Et il n'a pas la possibilité, parfois même pas j'allais parler de compétences, et ça m'ennuie de dire ça, la conscience, plus que les compétences, de ce qui se trame dans les échanges de tous les jours. Et ce regard extérieur que je peux apporter, ça va être aussi un encouragement pour le jeune à lui dire, plutôt que de rester sur un malentendu, je t'invite à aller poser la question à l'entraîneur. Et ça va être aussi finalement de créer quelque chose de nouveau dans les échanges qui vont pouvoir nourrir, et de me rapprocher aussi de l'entraîneur en disant, voilà, j'ai demandé à un tel de venir te voir parce qu'il y a quelque chose qu'il n'avait pas forcément compris, et ça me semble important. C'est-à-dire de préparer aussi l'entraîneur de façon à ce qu'il ne se sente pas déstabilisé dans les outils de communication que je donne aux jeunes, essentiellement de la communication non violente, la communication assertive, dire les choses, c'est un changement finalement de pratique, et ça peut être déstabilisant pour l'entraîneur. D'où l'importance de l'inclure dans le processus et lui dire, voilà, il va venir te voir, il va te poser une question, il va te demander quelque chose. Soit peut-être de lever le pied sur la compétition, le match du week-end, soit te poser une question pour clarifier ce qu'il n'a pas compris. Et comme ça, vous pourrez relancer la communication. Je suis la goutte d'eau, la goutte d'huile qui finalement va venir faciliter la transmission de l'information entre l'entraîneur et le jeune. Je suis aussi la goutte d'huile, souvent, entre les parents et les entraîneurs. C'est-à-dire faciliter cette communication, qui est souvent de l'ordre de l'émotionnel, comme je vous l'ai dit, et finalement essayer de rétablir une communication qui soit basée sur des faits. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui pour votre enfant? Quels sont les événements? Quelles sont les attitudes? Qu'est-ce que vous avez observé?
et est-ce qu'on va pouvoir croiser? Ce qui est important notamment, et c'est toujours l'invitation que je fais aux entraîneurs quand j'accompagne un jeune, ça va être de développer cette capacité d'écoute, cette qualité d'écoute, sans qu'ils se sentent remis en question. Très souvent, les entraîneurs sont un peu sur la défensive parce qu'ils ont l'impression d'être critiqués par certains parents. Et là encore, il n'y a pas de profil unique de parents. Il va y avoir, alors je vois deux grandes catégories et ce qui se trouve entre les deux. Il y a souvent les parents qu'on appelle les parents accrochés au grillage, qui sont plus impliqués parfois que leurs enfants dans la pratique sportive, qui ont souvent des enjeux personnels pardon, dans la pratique sportive de leurs jeunes. Et puis parfois, à l'opposé, vous avez des parents que j'appelle les ultra-prudents, c'est-à-dire qui considèrent que le sport n'est qu'un hobby, c'est un loisir, ça n'est pas une fin en soi, c'est futile, et ça passe largement après le reste. Et puis vous allez avoir toute une gamme de comportements parentaux qui vont se situer entre les deux. Et donc l'idée, ça va être aussi d'amener les parents à prendre conscience de la manière dont ils perçoivent l'activité de leur enfant, mais aussi peut-être de questionner souvent leurs enfants sur ce que eux ressortent de leur pratique. Mon enfant fait de la gym, bon, c'est un sport, mais il gagnera jamais sa vie. Ce qui compte avant tout, c'est les études. Et potentiellement, si je suis ce type de parent, peut-être que j'utiliserai la gymnastique comme ce que certains appellent une carotte. Tu iras à la gym si tu as de bons résultats à l'école. Sauf que ce jeune qui est impliqué dans sa pratique sportive, peut-être qu'il ne perçoit pas les choses de la même manière et qu'il a des désirs, des aspirations, des objectifs qu'il n'a même pas partagés avec ses parents, parce qu'il ne se sent pas encouragé ou parce qu'il a pleinement conscience que ce n'est pas important pour eux. D'où l'idée de fluidifier également cette communication entre les parents et les entraîneurs pour bien aligner finalement les objectifs, les intentions de chacun. Et finalement, quel va être le terrain d'entente qu'on va pouvoir trouver. Et au cœur de tout ça, vous avez le jeune. Le jeune qui, lui, va devoir se positionner entre ces trois pôles et le pôle scolaire également. Alors, la cité scolaire est souvent un peu plus étanche que le reste des pôles et souvent réfractaire à une forme de communication. Pas toujours, ça n'est pas une vérité universelle, mais j'observe régulièrement que voilà, on va fermer un peu les vannes. D'où l'idée d'aussi impliquer ce jeune. Tout le travail que je mène avec ces jeunes va finalement être un travail de connaissance de soi. Pourquoi la connaissance de soi est importante? Parce que finalement, sur les pôles qu'on va travailler dans la préparation mentale, le dialogue interne, la manière dont je me parle, ça dépend finalement de la connaissance que je vais avoir de moi-même, prise de conscience de mes pilotes, de mes aspirations, de mes unités de mesure. La confiance en soi. La confiance en soi, finalement, c'est comment est-ce que je renforce mon estime de moi et comment est-ce que je réponds à mes propres besoins, c'est-à-dire je réponds à l'amour de soi. C'est les deux composantes que je mets dans la confiance en soi, l'estime de soi. Si moi-même, en tant que sportif, je ne sais pas m'évaluer ou que je passe mon temps à me dévaloriser parce que j'ai un pilote soit parfait, on peut toujours faire mieux. Je me dévalorise parce que j'ai un pilote fait un effort, j'en ai pas fait suffisamment. Je me dévalorise parce que j'ai un pilote fait plaisir. Ça a été dans la douleur, ça a été traumatique dans la relation avec les autres, etc., etc. Ils ont tous de bonnes raisons, finalement, d'avoir une estime de soi qui va être perturbée par ces pilotes dont je vous ai parlé en début de conférence. L'amour de soi. Dans quelle mesure je suis à l'écoute de moi, de mes besoins, de mon corps, potentiellement, mon besoin de repos, mon rapport à la douleur. Si je prends l'exemple de la gymnastique, c'est un sport qui est souvent dans le dur, et qui a des valeurs, des vertus. Hein. Mais à quel moment est-ce que je chouine et à quel moment est-ce que j'ai vraiment mal et ça justifie que je lève le pied? Vous avez des jeunes qui ne vont pas vous en parler parce que entre ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils comprennent, et ça n'engage que de l'entraîneur, et puis la réalité de ce qu'ils vivent, parfois, ça vaut le coup de leur en faire parler pour dire, mais dans l'état où tu es finalement, est-ce que tu peux continuer ou est-ce que tu ne peux pas continuer? Et ça va être à eux de se positionner, mais en étant factuel. Aujourd'hui, j'ai une douleur au pied, je ne peux pas poser le pied par terre, donc évidemment, tu ne vas pas faire du saut. Ça paraît évident. Donc peut-être que tu peux aller voir ton entraîneur pour faire une autre activité, ou notamment du cheval d'arçon, par exemple, où tu te feras moins mal au pied. En tout cas, tu n'auras pas cette sollicitation permanente. Les amener à mieux se connaître, le dialogue interne, la confiance en soi, la gestion du stress et la gestion des émotions.
en fonction des pilotes qui sont en cours de développement, en cours d'intégration chez ces jeunes, ils sont plus ou moins à l'écoute de leur stress ou de leurs émotions. Et ils vont plus ou moins comprendre. Le rapport à la peur, par exemple. Il y a beaucoup d'activités qui sont soit intrinsèquement, qui vont générer de la peur parce qu'il y a des acrobaties, il y a une prise de risque, il y a un risque de blessure en tout cas. Donc, est-ce que je vais écouter cette peur ou pas? En fonction des pilotes et puis du contexte des entraîneurs, des parents. Est-ce que j'écoute cette peur et j'en tiens compte dans ma pratique sportive, ou est-ce que finalement je mets un peu, par exemple, la valeur, celle qui transcende la peur, c'est le courage. Et faire preuve de courage, c'est quelque part quelque chose de fondamental dans beaucoup de sports. Mais dans ces cas-là, si je fais preuve de courage, est-ce que j'ai bien identifié les raisons de ma peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Une compétition peut générer de la peur. Maintenant, c'est intéressant que le jeune en parle. Et pour en parler, il faut qu'il se sente libre d'en parler. C'est pour ça que je voudrais vous parler de la posture que j'adopte dans l'accompagnement. Je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, je n'ai pas d'enjeu avec eux. Et je ne dois surtout pas représenter une autorité. Si je suis une autorité, je crée des zones grises dans cette communication avec le jeune. Je ne suis pas son pote non plus. On ne va pas créer un lien à se taper dans la main, etc. On peut le faire. En tout cas, il y a la notion de respect qui paraît importante. L'idée, ça va être de me mettre sur un plan d'égalité et puis de le questionner. Je n'ai pas de vérité à lui apporter. Je n'ai pas de solution à lui apporter. Ce qui va être important pour moi, ça va être finalement de faire émerger les solutions chez lui. Dans telle situation, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu agis comme ça? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Quels effets ça a? Et à qui il faudrait que tu en parles? Et je vais te poser des questions finalement pour que ce jeune s'implique dans sa propre progression. Ce qui me paraît intéressant, c'est de vous parler du phénomène d'infantilisation. J'entends régulièrement de la part de pas mal de personnes, et ce terme me paraît intéressant à expliciter d'un point de vue étymologique. Infantiliser. Je pense que je vous apprends rien en disant que ça vient du mot enfant. Mais que signifie le mot enfant, fondamentalement? Ça vient de la racine latine infans, et ça veut dire celui qui ne parle pas. Celui qui ne parle pas, quand vous regardez la définition du Larousse, c'est celui qui ne parle pas encore. C'est-à-dire que l'enfant a vocation à parler à un moment donné. Si le jeune sportif reste dans sa posture d'enfant, il ne va pas s'autoriser à parler. Le sortir de l'infantilisation, c'est-à-dire en libérant la parole, l'amener à prendre conscience de ce qu'il a en tête, finalement, ça va l'amener dans une posture de responsabilisation. Si je ne suis plus un enfant, je me responsabilise. Ça veut dire finalement libérer cette parole. La parole, sa vocation, ni plus ni moins, ça c'est le coach qui vous parle, et c'est ma croyance, mais ça va être une manière de partager la pensée. Tant que ça reste dans ma tête, je ne m'engage pas. Je peux penser ce que je veux, je peux me fixer des objectifs que je veux. Tant que j'en parle pas, je ne m'engage pas, je ne me responsabilise pas. Donc finalement, le but d'un accompagnement avec un jeune sportif, ça va être de le responsabiliser à sa vitesse, à sa cadence, en fonction de son âge. Je ne vais évidemment pas vous faire de futurs adultes de 13 ans, ça n'aurait pas de sens. Il faut qu'il y ait ce phénomène de maturation. Mais si on peut l'accompagner en lui donnant les clés de compréhension de ce qui se passe pour lui, des enjeux qui sont là et dont il n'a pas forcément conscience avec son raisonnement de son âge, et qu'on l'amène à parler pour se responsabiliser, il va s'impliquer pleinement dans son parcours sportif. Il n'est pas nécessaire que ce soit les adultes qui lui disent tu as bien fait ou tu as mal fait. Finalement, l'idéal, ce serait que entraîneurs et enfants et parents tombent d'accord sur un bilan et que ce ne soit pas l'enfant qui reçoit finalement le bilan des autres. Je suis premier, j'ai fait un record de points jamais vu à ma compétition de gymnastique, mais on me dit t'étais mou, t'étais pas dedans. D'une belle performance qui pourrait m'apporter de la satisfaction, si on s'en tient là, peut-être que finalement, c'est une expérience négative qui va être retenue là. L'entraîneur qui, pareil, sur le même jeune, il dit attention, hein, il y a ton compétiteur, il te rattrape.
l'entraîneur lui met un point d'alerte en lui disant, voilà, il va falloir s'entraîner davantage. Le jeune, il voit une menace. Pour lui, il s'est fait piquer, il s'est fait bâcher par son entraîneur. Donc, vous voyez l'utilité finalement de dire, mais pourquoi t'en parles pas à ton entraîneur? De façon à éclaircir, qu'est-ce que tu veux me dire quand tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? Juste ça. On a 12 ou 13 ans, pourquoi tu me dis ça? Et qu'on puisse clarifier cette communication et que le jeune soit pleinement impliqué dans son parcours sportif. Cette libération de la parole, elle me paraît essentielle, de façon à ce que cette phase d'adolescence, qui de toute façon est une période de confusion pour nombre d'ados, d'autant plus quand ils sont dans un cadre sportif, sportif de haut niveau encore plus, espoir ou autre. Ils n'ont pas une jeunesse comme les autres. Ils ont davantage de cadres. Et ce qui apparaît, et je vous citerai la phrase d'un sportif haut niveau sur liste ministérielle que j'ai accompagné et qui a pris la décision, c'était l'objet de l'accompagnement, d'arrêter le sport de haut niveau à 21 ans. Sportif dans un sport gymnastique, en l'occurrence, c'est-à-dire que c'est un sport qu'il pratiquait depuis qu'il était tout petit. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'à l'occasion du confinement sanitaire, il y a eu un impact également de ce confinement. Pour la première fois de sa vie, il s'est réveillé le matin, il avait mal nulle part. Et au bout d'un certain temps. Et puis, ça a été dur de reprendre un petit peu l'entraînement par la suite. Et puis, ce moment de stop, de pause dans son entraînement sportif, ça a été le moment où, finalement, il a commencé à réfléchir parce qu'il était tout seul chez lui. Il a pris la décision dernièrement d'arrêter. C'est une décision qui est lourde d'implication. Tout ça pourquoi, finalement stopper l'entraînement alors qu'il avait un objectif sur les JO 2024. Mais ce qu'il m'a dit, c'est pour la première fois, j'ai branché mon cerveau et depuis, j'arrive plus à le débrancher. Ça a conduit finalement à ce qu'il n'arrive plus à faire les basiques de sa pratique sportive. Il avait ce qu'on appelle des yips, des pertes de repères. Mais lui, il me le dit en me disant, j'ai branché mon cerveau pour la première fois. C'est sa manière de le formuler. Brancher le cerveau, c'est-à-dire qu'il s'est autorisé à réfléchir par lui-même. Il n'a pas forcément suivi les rails qu'on avait fixés pour lui. Ses parents avaient fixé, que les entraîneurs, les pôles, les différentes structures qui l'ont accompagné avaient fixé. Et il a dû réfléchir par lui-même parce qu'il a eu un moment d'arrêt où pendant un mois, il s'est retrouvé en autonomie chez lui à se poser des questions. Ce jeune-là, peut-être, et je ne vais pas refaire l'histoire parce que je ne suis pas magicien, peut-être que si on l'avait accompagné un peu plus jeune, il aurait branché le cerveau plus tôt et ça aurait été moins traumatique. Et il aurait appris à se servir de ce cerveau dans le cadre de sa pratique sportive. Là, il y a eu un décalage finalement dans la démarche, dans l'enchaînement des événements, et ça a conduit à un arrêt, ce que je trouve dommage. L'idée de l'accompagnement pour ces jeunes sportifs, c'est finalement qu'il y a un bénéfice et pour les parents, qu'ils soient sécurisés sur ce qui se passe pour leur enfant. Pour les entraîneurs, qu'ils aient finalement des résultats qui soient à la hauteur de leur implication. Ce que je vois dans 90% des cas, sans doute plus. Ce sont des entraîneurs, je le répète, qui sont impliqués, motivés, bienveillants, qui ont à cœur de bien faire. Et parfois, c'est une vraie frustration pour eux de se rendre compte qu'il y a des jeunes prometteurs, avec des talents, des compétences, et qui n'émergent pas et qui ne donnent pas les résultats qu'on plaçait en eux. Si finalement, dans cet accompagnement, on responsabilise l'enfant, qu'on crée ces conditions de la communication, ces conditions aussi du mieux se connaître, soit pour le jeune, on facilite aussi l'émergence des résultats, la constance des résultats, la qualité relationnelle. Et c'est aussi une source de satisfaction pour les entraîneurs. Quoi de pire, et je pense pour un entraîneur, de voir un vrai potentiel qui prend la décision d'arrêter pour des raisons qu'il n'est pas capable d'expliquer et qui va renoncer finalement tout ce travail. Pourquoi ? Le jeune qui arrête trop tôt va se poser la question. L'entraîneur qui voit un jeune qui lui échappe se pose aussi la question et les deux vont ressortir avec une frustration. Si on peut s'éviter cette frustration, fluidifier la communication, faire en sorte que tout cet écosystème qui tourne autour du jeune puisse s'orienter sur la performance, la réalisation, l'accomplissement de ce jeune, son bien-être et son plaisir, j'ai envie de dire que le travail sera plus simple et plus gratifiant pour tout le monde. Mais là encore, c'est un travail de longue haleine et je dirais que la posture, je ne vais pas me parler de compétences, je ne vais pas tirer la couverture à moi-même, je pense que j'ai d'autres collègues qui font le même travail
de très bonne qualité. Donc, il y a vraiment des compétences à intégrer, mais avoir cette posture qui permet finalement de faire des photographies de cet écosystème et en clarifier finalement le contenu. Si chacun agit dans son coin, dans ses convictions, sans vouloir finalement échanger, confronter les idées, les directions, ça va créer des tensions. Et celui qui est au cœur de toutes ces tensions, c'est le jeune sportif, qui va sentir que parents et entraîneurs ne sont pas alignés, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Parfois, ce sont les parents entre eux. Parfois, ce sont les entraîneurs d'une classe d'âge à l'autre, d'une catégorie à l'autre, qui ne vont pas être tout à fait alignés. D'où l'importance de fluidifier le trafic d'informations et de donner les clés de compréhension à ces jeunes. Ce qui me semble important également de souligner, c'est que vu qu'on a affaire à des jeunes, il y a un sujet de responsabilité dans la manière dont on va travailler avec eux. Je vous l'ai dit, je m'inscris au cœur de ce triptyque, de cet écosystème, avec les parents, les entraîneurs, parfois la cité scolaire quand elle l'accepte. L'idée, c'est aussi de faire en sorte que chacun prenne conscience et pratique les mêmes outils, et notamment les outils de communication, de façon à ce qu'on ait un regard qui soit le plus éclairé possible. Ce qui est intéressant, c'est que souvent dans l'accompagnement des jeunes, soit c'est la structure sportive qui me mandate pour me dire on aurait besoin d'un accompagnement pour ce jeune, pour telle et telle thématique. Régulièrement, ce sont les parents qui me demandent d'intervenir. Et au final, ce qui apparaît, c'est que le coaching d'un jeune, l'accompagnement d'un jeune, ça se termine souvent par des échanges qui ressemblent à des coachings, avec des entraîneurs, mais aussi avec des parents, qui viennent échanger en demandant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça. C'est un truc tout bête, mais dans les exemples qui reviennent régulièrement, que je pourrais vous partager, des jeunes qui intègrent une structure d'hébergement, type CREPS ou section sport-études. Ils sont dans un internat. Les parents, même s'ils sont enthousiastes, porteurs, encourageants, ils me disent régulièrement, les week-ends, quand ils ou elles rentrent, c'est l'enfer à la maison, c'est des colères, ils nous inondent et ils nous éclaboussent avec sa mauvaise humeur. Ça paraît intéressant de leur expliquer aussi pourquoi finalement ils sont les réceptacles de la mauvaise humeur et des colères de leurs enfants. Leur dire, voilà, votre enfant, il est dans un cadre où il n'a pas finalement la liberté de s'exprimer comme il le souhaite, le fameux cadre autoritaire. Il accumule des frustrations. Et la colère, ce n'est pas autorisé ni dans le cadre du sport, ni dans le cadre scolaire, encore moins dans le cadre de l'internat. Et qu'est-ce qu'ils vont faire finalement? Ils vont exprimer leur colère dans un environnement qui est positif et dont ils savent qu'ils vont les pardonner. Et donc, c'est souvent la famille qui récupère un peu les pots cassés. Si on peut donner ces clés-là aux parents avant ou en temps réel, finalement, c'est une meilleure compréhension pour eux, ça évite qu'ils se braquent et qu'il y ait du désagrément, du déplaisir à pratiquer pour le jeune. On ne va pas l'encourager à faire des colères, hein, mais au moins, on va les accueillir en se disant finalement, cette colère, c'est presque une marque de confiance, si ce n'est une marque d'amour qu'il nous fait. Oui, il nous déverse sa colère parce que, un, il en a besoin, et deux, c'est parce qu'il sait qu'il sera pardonné par ses parents la plupart du temps. Ce genre de petites explications va aussi permettre aux parents et aux entraîneurs de se préparer. Les pics de croissance, par exemple, sont souvent aussi des moments qui vont être problématiques et pour les entraîneurs et pour les parents, où on va se poser 10 000 questions. Certains entraîneurs sont tout à fait au fait. Certains sous-estiment ou mésestiment parfois l'impact des pics de croissance. La première victime dans tout ça, c'est aussi le jeune sportif qui savait bien faire et d'un coup, il ne sait plus faire. Vous connaissez certainement le phénomène du bout de chou que vous laissez partir au mois de juillet en vacances et vous le récupérez en septembre, c'est devenu une perche. Et d'un coup, bah oui, il va falloir qu'il se réapproprie sa pratique physique et sa pratique sportive. Et du coup, les parents sont souvent alarmés. Oh là là, les performances ne sont pas à la hauteur. Les entraîneurs, il nous fait un peu du cinéma, là, et il est devenu fainéant. Ouais, non, il est en manque d'énergie parce qu'il a eu un pic de croissance monumental. Et oui, c'est le moment où on aimerait bien rester scotché au canapé parce qu'on n'a même pas la force de faire le moindre effort. Ou alors, ils vont avoir des performances amoindries. Si on arrive à anticiper ça, si on arrive à le clarifier, à le formaliser, l'exprimer sans finalement le faire payer par des comportements qui sont des non-dits, un braquage de la part des entraîneurs,
de la panique ou du surcouvage de la part de certains parents. On dit simplement, c'est normal ce qui se passe là, et voilà ce qui se passe. Et voilà comment vous pouvez intervenir, voilà ce que vous pouvez comprendre pour l'aider finalement à continuer d'avancer. Le moment du pic de croissance, ce n'est pas le moment où il faut traiter l'adolescent de fainéant, de manque de volonté, quelqu'un qui fait son cinéma, comme j'ai entendu dernièrement. Non, c'est lui dire, voilà, je comprends ce qui t'arrive, mais maintenant, en tant qu'adulte, ce que je peux t'offrir aussi, que je sois entraîneur ou parent, c'est de la hauteur de vue, puisque eux sont dans l'instant présent. Leur dire, voilà, le temps, voilà ce qui va se passer sur le temps long. Fais confiance, ça va aller mieux après. Ne t'arrête pas à ce qui se passe à l'instant T. La plupart des jeunes, je vous le rappelle, avec ce pilote dépêche-toi, sont dans l'instant. Si dans l'instant, ça ne va plus, est-ce que je vais prendre la décision qui va être profitable ou bénéfique sur le long terme? Donc, dans cette pratique de l'accompagnement, ce qui me semble important de rappeler, ça va être la posture, qui ne peut pas, ne doit pas être une posture autoritaire. L'accompagnateur ne peut pas représenter une autorité. Si ce n'est pas un accompagnateur, je comprendrais que la plupart des structures sportives n'ont pas forcément les moyens d'avoir recours à un accompagnateur. Ça peut être une tierce personne, une personne de confiance, mais qui n'est pas impliquée dans la réussite sportive, mais plutôt orientée sur le bien-être et le développement du jeune, son accomplissement. C'est une posture questionnante, c'est-à-dire que ne pas infliger des vérités ou des convictions à certains jeunes, mais plutôt faire émerger leurs propres convictions. Donc, c'est une posture qui est questionnante. Questionnante et non jugeante. Les réponses qu'on obtient à certaines questions dans un premier temps ne sont pas forcément toutes satisfaisantes et toutes audibles. Mais à partir du moment où on libère la parole du jeune, il faut aussi se préparer à recevoir certaines choses qui peuvent être difficiles à entendre. Certains jeunes se lâchent régulièrement dans la critique de leurs parents ou de leurs entraîneurs, que je connais parfaitement bien et que j'aime beaucoup par ailleurs. Donc, est-ce que je leur dis non, il ne faut pas dire ça, ou est-ce que je prends ce qu'ils me disent et finalement je leur demande de m'en parler? C'est un exercice de formalisation, de verbalisation. Je pense qu'un entraîneur ne peut pas tenir ces deux postures. Je préfère clarifier de suite puisqu'il représente une autorité, qu'il a un enjeu, un objectif sportif et qu'il a ce relationnel aussi qu'il doit avoir pour maintenir le jeune dans la démarche sportive. Ça peut être un co-entraîneur, ça peut être un animateur d'un autre groupe, ça peut être certains clubs bénéficient des services de préparateurs mentaux. Ça peut être, à mon sens, ce devrait être une tierce personne qui n'est pas impliquée dans la réussite sportive. Non impliquée, sans relation de hiérarchie d'autorité, une posture questionnante et non jugeante. Et l'idée, ce serait également de pouvoir apporter ces éclaircissements sur, on va dire, une vue un peu plus macroscopique sur ce qui se passe au moment où ça se passe. Ce pic de croissance, ce n'est pas de la contre-performance, ça n'est pas de la fainéantise, c'est normal, c'est de la croissance. L'agressivité du jeune, ça n'est pas de l'insolence, c'est simplement une quête d'émancipation maladroite. L'idée, c'est pas de leur trouver des excuses à tout. Il y a des choses qui font mal et ils le savent, mais la plupart des jeunes ne sont pas dupes là-dessus. Quand ils font une connerie, ils le savent. Quand on leur en fait parler, ils savent. Maintenant, il y a des maladresses relationnelles. Parce que cette quête d'émancipation, ça amène aussi souvent à la tension, si ce n'est au conflit avec l'adulte. Il va dire, bah voilà, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça avec ton entraîneur? Parce que du coup, il m'a dit ça juste avant. Et pourquoi tu n'as pas réagi sur ce qu'il t'a dit plutôt que de bouder ou de l'envoyer balader ou de te moquer de lui? Parce que ça a braqué l'entraîneur. Donc finalement, dire, c'est normal, tu as envie d'être autonome, tu as envie qu'il te respecte, demande-lui le respect plutôt que de répondre comme ça. On va le questionner pour qu'il arrive lui-même à cette conclusion sur la posture qu'il devrait avoir. En fonction des contextes, questionner, certains enfants jeunes vont tout de suite saisir l'opportunité quand on va leur poser des questions. D'autres vont avoir plus de résistance, de réticence à parler, ça va dépendre de leur fameux pilote, de leur combinaison de pilotes parfois, des pilotes qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, et certains ne vont pas communiquer. Dans les outils de questionnement que je vous inviterai à pratiquer la question ouverte.
Question ouverte, c'est souvent une question qui commence par que ou qu'est-ce que, comment, pourquoi. Question ouverte pour que le jeune puisse développer son sujet. Je vous inviterai également à utiliser ce qu'on appelle des questions indirectes. Les questions indirectes, plutôt que de questionner le jeune en lui-même sur tel ou tel aspect de sa pratique ou de ses réactions, la réponse parfois peut être désirable. C'est-à-dire qu'il y a une réponse qui est attendue parce qu'elle plaît plus qu'autre chose. En période de stress, vous êtes plutôt renfermé et bougon ou dynamique et motivé. Bizarrement, il y a une des deux réponses qui va vous paraître plus désirable que l'autre. Pour vous donner un exemple de réponse désirable, un jeune gymnaste que j'accompagne, et puis en compétition, je dis c'est bientôt à toi, tu te sens prêt, c'est OK? Ouais, c'est bon. Pas peur, c'est OK? Non, pas peur. Bon, c'est à toi dans 3 minutes. Et pif, ils foncent aux toilettes. Là, à ce moment-là, il y a un indicateur, on va dire, en comportement qui me laisse penser qu'il y a un peu de peur. Question indirecte, je me suis amusé avec lui à faire ce qu'on appelle un questionnaire en nombres chinoises. Si tu étais un animal, si tu étais une chanson, si tu étais un dessin, etc., etc. Finalement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant ce que le jeune va me répondre, mais ce qu'il va me dire de sa réponse. Ce jeune-là, plutôt se couper un bras que de m'avouer qu'il a peur en compétition. Si je questionne directement, il me dira qu'il n'a pas peur. Quand je lui fais un questionnaire en nombres chinoises, question indirecte, je lui dis si tu étais un animal. Et il me répond un cheval. Chacun a sa représentation de ce que représente le cheval. Et je lui dis pourquoi un cheval? Et il me dit parce que c'est un animal finalement, pour se sentir en sécurité, il vit entouré par les autres. C'est la première fois qu'il me parle de se sentir en sécurité. Si j'avais questionné ce jeune-là directement, il aurait nié son besoin de sécurité, donc son rapport à la peur. Finalement, là, par le cheval, il me livre quelque chose. Et c'est son environnement qui va être important pour lui pour se sentir en sécurité, se sentir bien avec les copains et que ce soit l'équipe qui se déplace. Ce qui fait que la compétition où je l'ai accompagné, où il était tout seul, c'était une compétition qui était stressante parce qu'il avait peur, il n'avait pas ses potes et ses repères habituels. Donc là, il me livre une information par la question indirecte. Donc, je vous inviterai à poser des questions ouvertes, des questions indirectes, mais également ce qu'on appelle des questions sémantiques. Les questions sémantiques, elles ont pour vocation de clarifier des mots ou une part du discours qui pourrait ne pas être clair pour vous, confusant ou un peu fourre-tout. Ce que je note, c'est que souvent, la plupart des jeunes que j'accompagne ont un mot qui va qualifier plein de choses. Un mot que j'entends régulièrement, « Oh, je suis choqué ». J'étais choqué, c'était choquant, oh, le choc, ok. Et dans la situation, là, sur le podium, pendant la compétition, ce qui s'est passé, j'étais choqué. Ce qu'il a fait, ça m'a choqué. Et ça veut dire plein de choses. Ça m'a fait peur, ça m'a mis en colère, ça m'a scandalisé, ça m'a surpris. Donc du coup, la question sémantique, tout simplement, je vous invite à reprendre les mots que vous n'êtes pas sûr de comprendre, en y rajoutant un point d'interrogation à la fin. Choqué. Ah, j'ai pas aimé ce qu'il a fait. Et il va me donner finalement l'information. Question ouverte, question indirecte, question sémantique. Je vous ai dit que ces jeunes ne sont pas, finalement, cette génération qui arrive, dans l'immense majorité, ne reproduit pas les schémas que nous avons vécus pour les plus de 30 ans qui sont dans la salle, ne reproduisent pas ce que nous avons vécu dans notre jeunesse. L'idée pour moi, dans l'accompagnement, c'est libérer la parole. Maintenant, je vous l'ai dit, tout le monde n'est pas à l'aise avec la parole. Et je suis surpris finalement de devoir fonctionner avec cet outil-là, et notamment des messageries type WhatsApp. Et ce n'est pas inintéressant. C'est-à-dire que là, je suis sur le terrain de l'expérimentation avec certains jeunes qui ont des difficultés à me dire les choses en face. Parce que malgré tout ce que je peux mettre en place, je reste une autorité parce que je suis un vieux. Comprenez, monsieur, hein, vous avez plus de 20 ans, vous êtes un vieux. Donc, il m'explique tous ces trucs de jeunes qu'ils font, mais qui n'existaient pas à mon époque, puisque moi, je n'ai pas connu les boîtes de nuit, je n'ai pas connu tout ça. Hein, ça a été inventé en 2017. Moi, c'était bal musette et accordéon à l'époque. Donc, finalement, ils mettent à distance et je représente quelque chose. Ça, c'est leur représentation, ça leur appartient, ce qui fait que dans l'échange direct, ils ne sont pas forcément à l'aise. Donc, du coup, les supports SMS ne sont pas inintéressants, parce qu'ils formalisent
leurs pensées. Ils formalisent de la même manière, alors pas de la même manière, mais également, comme en parlant, c'est une formalisation de la pensée. Et ce n'est pas inintéressant non plus, parce que finalement, ces écrits, même s'ils sont numériques, ils restent. Et il y a une forme d'engagement qui vient de leur part. Donc ça peut valoir le coup également d'utiliser, d'expérimenter de nouveaux terrains d'échange. Des canaux où ils se sentent suffisamment à l'aise et en confiance pour pouvoir échanger. Là, je vous fais part d'une conclusion à laquelle je suis arrivé il y a quelques mois finalement, notamment avec une jeune escrimeuse qui a cette forme de distance avec moi. Elle me respecte beaucoup, elle est très gentille, très sympathique, elle me donne de bonnes réponses, une jeune fille qui est brillante. Pardon, je reste coincé. Et il y a quelque chose qui est assez frustrant dans les échanges, c'est-à-dire qu'elle me dit toujours oui. Et quand je lui propose d'essayer quelque chose en compétition, elle me dit toujours oui. Et je me rends compte qu'elle ne le traduit pas dans les actes. Depuis qu'on a commencé à alterner nos échanges avec des échanges WhatsApp notamment, ben finalement, elle s'implique davantage et elle se sent plus en obligation d'essayer et de me débriefer. Quand elle finit une compétition, elle n'aimait pas trop m'appeler. En fait, je courais après elle pendant 3 jours pour essayer de dire mais, quels sont tes résultats. Et finalement, en disant bah, écoute, quand tu as fini la compète, pas de problème, tu m'envoies ton petit débriefing par WhatsApp. Tu n'es pas obligé d'en faire des pages, mais envoie-moi ton débriefing pour me dire un peu ce que tu retiens de ta compète. Et ça, par contre, elle le fait volontiers et assez rapidement. Limite même, j'ai droit à des débriefings en temps réel de ces compétitions à distance. Ce qui n'est pas inintéressant. Ça me permet aussi de voir un peu l'évolution de son état d'esprit, en tout cas ce qu'elle m'en écrit pendant la compétition. C'est un outil moderne. Pourquoi pas? Et pour l'instant, je ne vois pas de point foncièrement négatif dans la pratique des échanges SMS ou WhatsApp. C'est un terrain d'expérimentation. Je vous l'ai dit en début d'intervention, je ne suis pas détenteur d'une vérité unique, universelle. J'expérimente et je vous partage le fruit de mes observations. Vous serez très certainement amené à observer des choses différentes, puisque tous les jeunes ont leur singularité. Même s'ils ont des points communs, ils ont leur propre singularité, leur propre questionnement, leur propre conflit de pilotes, ces fameux drivers qui ne sont pas d'accord entre eux. Et finalement, on peut tenter pas mal de choses dans la mesure où on est vraiment dans cette relation donc, que je vous détaillais tout à l'heure, qui est non autoritaire, questionnante, non jugeante. J'ai beaucoup parlé pendant 1h23 maintenant. Je vous invite à libérer les micros si vous avez des questions qui vous viennent, des remarques, des objections, des contestations. Je suis ouvert à tout ce qui peut venir. Oui, Sébastien. J'avais une question. Vous m'entendez? Allô? Oui. Oui. J'utilise les drivers. Donc, moi aussi, je suis coach professionnel préparateur mental. J'utilise beaucoup les drivers en entreprise. Vous leur posez les mêmes questions sur la base de détection des drivers? Alors, c'est des questions qui sont adaptées et en termes de langage, de façon à ce que ce soit accessible. Et c'est des questions aussi que j'oriente en fonction des observations que je peux voir. Notamment, alors, une chose que je n'ai pas soulignée, les jeunes que j'accompagne, je les vois systématiquement sur le terrain d'entraînement. Et quand j'échange avec eux, c'est toujours dans un environnement où il y a témoins, en tout cas, il n'y a pas cette individualisation. On se met à l'écart, mais on reste dans une vision publique. Et finalement, j'assiste beaucoup aux entraînements. Et si par exemple, dernièrement, j'ai eu un doute sur un jeune, entre fais un effort et sois parfait, et ça a été lui poser la question directement. C'est-à-dire, ce qui fera à la fin de ton entraînement, c'est la quantité de travail que tu auras faite ou c'est le résultat que tu vas obtenir? Il me donne une part de la réponse en me disant c'est le résultat. Et je dis si ce résultat, tu le fais en 1 ou 2 essais, c'est suffisant pour toi ou pas? Et ça me permet de commencer à hiérarchiser, à questionner un petit peu le point. Je suis sur quelque chose qui est très, on va dire, intuitif et adaptatif. Je ne peux pas dire que j'avance avec une grille formalisée en disant tiens, j'ai posé telle question pour identifier tel driver. C'est vraiment, je dirais, au feeling pour l'instant que j'essaie d'identifier. Et c'est une remise en question à chaque intervention en disant tiens, la dernière fois, c'était plutôt la quantité de travail. Là, a priori, c'est plutôt le résultat. Je vais essayer d'affiner ça avec lui. Donc,
je transpose, je simplifie aussi beaucoup les modèles pour continuer dans le sens de Sébastien. La différence entre l'entreprise et ces jeunes, c'est que souvent, ces drivers, ils sont en cours d'acquisition ou en cours d'implantation. Ils sont souvent moins ancrés que chez les adultes, donc plus facilement questionnables. Ok, merci. Stéphane, j'avais une question sur l'exemple que tu as pris là, avec l'escrimeuse. Du coup, tu échanges plutôt avec elle par message. Est-ce que selon toi, c'est l'appropriation d'une nouvelle technologie, comme tu l'évoques, ou plutôt l'appropriation d'un canal de communication qui convient mieux? Le fait peut-être de passer par l'écrit et d'avoir des temps de réponse, parce qu'on sait très bien qu'au téléphone, c'est de l'instantané. À l'écrit, elle peut avoir peut-être le temps de s'approprier le message que tu lui envoies, de le comprendre et du coup de se restituer. Donc, est-ce que pour toi, c'est réellement cet aspect nouvelle technologie? Ou c'est aussi peut-être un nouveau canal de communication. Je t'ai peut-être fait la réponse dans la question, mais pour moi, j'avais un peu les deux en tête, enfin, surtout cet aspect canal de communication qui me titille. Il y a sans doute un peu des deux en général. C'est-à-dire que oui, c'est un outil moderne et ce qui apparaît, c'est que la plupart des jeunes, notamment à partir de 14-15 ans, sont souvent greffés à leur téléphone. Alors, ce qui est même intéressant, c'est qu'on pourrait croire qu'ils sont connectés en permanence, alors que c'est moi qui les relance, peut-être que ça tient ma pomme, hein, mais ils mettent souvent du temps à me répondre. Donc finalement, ils ne sont pas dans l'instantanéité des échanges. C'est une nouvelle techno qui est très propre finalement à cette génération des millennials. Ils communiquent par ça entre eux. C'est quelque chose qui leur convient bien. Et en même temps, je dirais que c'est un peu l'aspect traditionnaliste de passer par l'écrit. Alors, c'est pas le même écrit, il n'y a pas le délié du mouvement, c'est sans doute pas la même impression dans la mémoire et dans l'ancrage. Maintenant, ça a le mérite de formaliser certaines pensées et parfois de manière, on va dire, peut-être plus spontanée que si je les mettais devant une feuille et un papier en leur demandant d'écrire. Il y a vraiment cette spontanéité, cette appropriation de l'outil. Donc oui, nouvelle technologie, et c'est peut-être une traduction ou une translation d'anciennes pratiques à quelque chose de plus moderne. Je ne pourrais pas dire pour l'instant si c'est 100% bénéfique ou si c'est acheté. Je dirais qu'entre les deux, il y a sans doute un juste milieu. Je ne crois pas qu'un accompagnement ne puisse se faire que par WhatsApp. Ça me paraît très limité, mais ça me paraît être un outil intéressant en tout cas à intégrer dans les accompagnements. Et effectivement, il y a cet ancrage de l'écrit. Parfois, s'ils mettent du temps aussi, c'est qu'il y a des cols, des dissonances qu'ils doivent résoudre, et ils mettent un temps pour me répondre. Donc, je pense qu'ils le relisent, a priori. Et là, je dis je pense parce que je ne veux pas rentrer dans cette sphère-là avec eux, questionner la difficulté. Et donc, je pense qu'ils prennent le temps de le relire pour essayer de comprendre ce qui a voulu être demandé. Ok, je te remercie de la réponse. Je me permets de glisser tout de suite une deuxième question et après je laisserai les collègues la main. C'est sur cette histoire-là de génération X, Y, Z. Moi, je suis né en 96, donc censé appartenir à la génération Z. Donc le truc des catalogues là, que tu évoquais, je n'ai pas trop connu. Pour le coup, je me sens réellement en décalage en fait avec un peu les caractéristiques de la génération Z et plutôt en raccord avec Y. Du coup, est-ce que pour toi, il y a des explications clair. Alors en fait, ce qui me fait évoquer ça aussi, c'est qu'en fonction des références, Génération Z, ça commence à 90, 95, 98, 2000, etc. Voilà, petite question. La réponse est là, c'est-à-dire que sur ces catalogages de génération, pareil, on n'est pas dans une science exacte et c'est pas parce que je suis né en telle année que du coup je vais avoir telle caractéristique. Ça va dépendre aussi du berceau culturel, ça va dépendre de mon accès à la technologie tout simplement. Il y a énormément de choses qui viennent intervenir. Il y a des grandes lignes qu'on va retrouver globalement, mais je ne peux pas dire qu'un Z est typiquement comme ça aujourd'hui et qu'ils sont tous pareils. J'en ai rencontré quelques-uns dernièrement qui sont complètement déconnectés. Et quand je commence à questionner un peu le berceau familial, je me rends compte que oui, c'est une famille qui est souvent réfractaire à la nouvelle technologie et qui a fait d'autres choix de vie. Et finalement, les enfants reproduisent aussi ce qu'ils voient à la maison. Donc, cette approche, elle est globale. On trouvera évidemment à chaque fois des gens qui sortent du cadre. En tant que X, je ne me sens pas concerné par tout ce qui se passe chez les X et je me sens parfois un peu Y et malheureusement, non, parfois aussi un peu boomer. Voilà. Malheureusement, parce que le rapport à l'âge, ça ne m'arrange pas. Mais dans l'idée, voilà. Donc, on peut avoir des caractéristiques transgénérationnelles. Voilà. On est sur
des approches très macroscopiques et très larges, qui ne sont pas des sciences exactes. Ok, merci. Avec plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Jusque-là, tout va bien. Quelqu'un, je ne sais pas combien de personnes on a. Je ne vois pas tout le monde. Alors, évidemment, j'ai un accès limité aux vignettes. Si quelqu'un veut prendre la parole, n'oubliez pas dans un premier temps de réactiver votre micro, consigne qui peut être importante après 1 heure et demie de mutisme. Bien. Écoutez, il est 18h30. S'il n'y a pas d'autres questions, je tire une satisfaction personnelle que je vais vous présenter devant vous, c'est qu'a priori, j'ai tenu le timing. Donc, je suis plutôt content. Il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu vous partager et je dirais que je me suis efforcé d'aller au plus synthétique et je ne vais pas parler davantage pour vraiment réellement tenir ce timing. Je tiens à vous remercier en tout cas pour l'intérêt que vous avez manifesté d'être resté jusqu'au bout de cette intervention. Et vous avez dû recevoir normalement mon email avec mes coordonnées. Donc, je reste entièrement disponible avec vous pour partager, échanger, avec un grand, grand plaisir. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite de continuer le périple parmi les ateliers qui vous sont proposés par les rendez-vous à PPI. Merci. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.